Le plan d'infrastructure de Joe Biden, trop cher pour la droite, pas assez pour la gauche, la pierre d'achoppement, l'impôt sur les grosses entreprises. Le procès de Derek Chauvin, accusé de la mort de George Floyd, avantage l'accusation, mais la défense n'a pas encore abattu sa dernière carte. Géorgie, après l'adoption de sa loi sur les élections, le retour de bâton, le boycottage économique qui va coûter des dizaines de millions de dollars à l'État. Cinéma, minorités et marginaux à l'honneur pour les Oscars. Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone avec pour objectif de commenter l'actualité américaine en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, et Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie. Le président Biden bat la campagne pour faire approuver maintenant son plan d'infrastructure, soulignant sa nécessité et faisant miroiter la création de près de 20 millions d'emplois. Il y a toutefois de la résistance, tant à droite qu'à gauche. Je vais commencer avec vous, Dennis Beaver, en tant que républicain. Estimez-vous que le plan est trop cher et qu'il inclut, comme dans celui sur la pandémie, des secteurs qui ne sont pas forcément liés directement à l'infrastructure, comme les routes, les ponts ou les aéroports? Oui, tout à fait, c'est exact. On pense à l'ère FDR, Franklin Delano Roosevelt, avec le New Deal dans les années 30, la dépression. Et oui, aujourd'hui, il faut faire beaucoup plus que les ponts, que les routes, des choses comme ça. Il faut investir dans le pays. Il faut aider, il faut donner un coup de main pour les États qui sont en presque faillite, les syndicats qui ont besoin beaucoup d'argent pour les gens qui seront retraités, pour l'éducation, pour un tas de trucs. Et à mon avis, c'est une très bonne chose que Biden est en train de faire. Pas limité, mais par contre, vraiment un truc expansif. Et moi, c'est OK de payer plus d'impôts, puisque le pays a vraiment besoin d'un coup de main. Et Biden, c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qu'il veut essayer quand même faire. Mais Denis, vous représentez un petit peu l'exception parce que les républicains, du moins les politiciens républicains, ne sont pas décidés du tout à aider Biden à faire passer son plan. Oui, tu as bien raison, mais il faut penser dans l'avenir, il faut voir mais vraiment de loin. Il faut penser de quoi notre pays en a besoin. On a tellement négligé ces choses pendant peut-être 20, 30 ans. Si on n'investit pas dans le pays, hors des ponts, hors des routes, on va voir beaucoup de problèmes. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a été à 2 doigts d'une révolution le 6 janvier. Les gens sont pas contents. Et ils ont raison de ne pas être contents. Oui, si tu veux, républicain, je suis indépendant, mais techniquement, si tu veux, oui, je me considérerais un peu comme républicain. Si on ne pense pas aux autres, on aura beaucoup de problèmes. Donc, il faut être généreux. Les gens qui ont de l'argent, qui gagnent beaucoup d'argent, peuvent payer beaucoup plus en impôts. Et moi, c'est OK avec moi et ma femme.
Eh bien, les sénateurs républicains devraient vous écouter, Denis. Ceci dit, René Lec, on voit tout de même certaines réserves chez les démocrates centristes sur l'importance de cette enveloppe qui vient s'ajouter à la précédente sur le Covid. Oui, 2300 millions de dollars. La précédente, c'était quoi? 1900 milliards. Ça fait beaucoup d'argent tout cela. Ça fait 4000 milliards si on les combine tous les deux en l'espace de quoi? De 3-4 mois, comptant le fait que ça me prendra un peu de temps avant que cette loi-là ne passe, si jamais elle passe. Donc, c'est vrai, le montant est exorbitant. Bon, chez les démocrates, il y a les deux côtés. Les modérés démocrates disent que oui, c'est peut-être un peu beaucoup, en particulier sur la question des impôts, sur laquelle je sais qu'on va revenir, l'augmentation des impôts aux sociétés. Et d'un autre côté, les progressistes, le camp un peu à gauche, considèrent qu'on pourrait faire beaucoup plus, y compris certains économistes de renom qui pensent un peu la même chose, et notamment sur la question du changement climatique. Mais je suis assez d'accord avec votre introduction tout à l'heure, Claude. Joe Biden a une conception très élastique de la notion d'infrastructure. Mais en réalité, si vous notez bien, le nom officiel, c'est plutôt une loi sur l'emploi plutôt qu'une loi sur l'infrastructure. Alors, la pierre d'achoppement, évidemment, c'est, vous y faisiez allusion il y a un instant, René, c'est l'impôt sur les grandes entreprises. Herman, vous vous souvenez que Trump l'avait ramené cet impôt de 35% à 21%. Biden, lui, veut l'augmenter de 7%. Mais même certains démocrates centristes craignent que 28% d'impôt soit trop élevé. Et bien sûr, il y a Joe Manchin, le sénateur de la Virginie occidentale, qui renacle toujours un petit peu lorsqu'il s'agit de dépenser des sommes colossales. Et lui propose 25%. Et le président Biden, en présentant son plan, a dit maintenant, quand on lui a posé la question, est-ce que vous seriez prêt à négocier? Alors, comment voyez-vous la situation, Herman? Bien sûr, il faut négocier. Vous savez, ces impôts ne sont pas sur des individus, ce sont sur les bénéfices des grandes sociétés, des sociétés, n'est-ce pas? Donc, chaque société a fait pression sur les membres, sur les députés dans le Congrès, et ça se montre dans les discussions. Mais je crois qu'ils vont tomber d'accord sur quelque chose de mieux, quelque chose comme 24-25%. Ça va donner beaucoup d'argent pour le Trésor, bien sûr. René, à moins d'un changement improbable des Républicains, en dépit de ce que nous disait Denise Beaver, qui parlait en tant que républicain, qui parlait en son nom, les démocrates, c'est évident, sont maintenant prêts à faire cavalier seul au cours de ces 4 prochaines années et pour faire passer toutes les lois qu'ils souhaitent, dont celle sur l'infrastructure, peut-être même sur celle sur le contrôle des armes, dont le président Biden vient tout juste d'annoncer les grandes lignes. Donc, il y a peu de chances que les républicains coopèrent et les démocrates sont servis par une nouvelle règle établie par la secrétaire du Parlement, une nouvelle règle qui leur donne une plus grande latitude pour approuver une loi, justement, sans le soutien des républicains. Oui, en fait, c'est ce qu'il y a cette technique tactique qui a été utilisée, procédure qui a été utilisée pour la dernière loi Covid, là, le stimulus, la loi pour stimuler l'économie. C'est une procédure, ce qu'on appelle réconciliation budgétaire, qui permet de faire passer en fait une loi à la majorité simple et qui empêche le filibuster, donc l'obtention de 60 voix pour faire passer une loi. Donc cette technique-là, cette procédure de réconciliation budgétaire, Biden l'a déjà utilisée une fois. Il y a de très fortes chances qu'il l'utilise une deuxième fois encore
pour cette loi sur l'emploi, l'infrastructure. Mais ce n'est pas une procédure que l'on peut utiliser ad vitam aeternam. En général, les gens disent que par mandat, on peut peut-être l'utiliser 3, 4 fois. Je crois que 4 fois, ce serait un événement presque historique. Je ne sais pas si ça a déjà été plus de 4 fois dans l'histoire des États-Unis. Mais en tout cas, toujours est-il que ce n'est pratiquement la seule chance de Biden pour faire passer des lois aussi importantes et qui rencontrent l'opposition véhémente des républicains. Si j'ai bien compris, la nouvelle règle va permettre aux démocrates d'utiliser cette méthode de la réconciliation dont vous parliez 2 fois sur la question budgétaire, alors que dans le passé, ils n'avaient droit à le faire qu'1 fois par an. Donc, ça leur donne les coups des franches et ça satisfait certainement Chuck Schumer, le nouveau chef de la majorité. Ce qui fait à peu près, Claude, les 3-4 fois sur un mandat de 4 ans. Quoi. Tout à fait. On ne peut pas aller au-delà. Ouais. Exactement. Restez avec nous dans un instant. Le point sur le procès du policier Derek Chauvin, accusé d'avoir provoqué la mort de George Floyd. Deuxième semaine du procès de Derek Chauvin, le policier de Minneapolis, qui, en mettant son genou sur le cou de George Floyd pendant plus de 9 minutes, est accusé de l'avoir asphyxié. Les témoins se succèdent et pour le moment, l'équipe des procureurs semble plus convaincante que l'avocat. Denis, vous êtes avocat justement, vous êtes juriste. Quelle est votre opinion sur le déroulement du procès jusqu'à présent? Les procureurs sont très forts, très, très, très forts. Aujourd'hui, le témoignage d'un médecin légiste qui décrit, on était là avec George Floyd, on voyait ce pauvre mec, son cerveau privé d'oxygène, comment son corps a réagi, c'était dramatique, mais vraiment dramatique. Et le médecin légiste qui était en train de témoigner, j'avais l'impression qu'il était à 2 doigts de pleurer. Donc, et tu sais, j'ai commencé, c'est frais, comme ça en Amérique, on débute souvent en tant que l'équivalent du substitut du procureur, comme en France, comme dans les pays francophones, et pendant plusieurs années, j'ai été procureur. Et j'ai eu des cas, des meurtres, homicides, des choses comme ça. Et ce que je voyais aujourd'hui, c'est que depuis 2 semaines, ils sont très forts, ces mecs, hein, ces procureurs. Également, les avocats de la défense, ils essaient d'injecter les doutes. Qu'est-ce qui a vraiment provoqué sa mort? Et à mon avis, ils sont très forts. Ils sont très, très, très forts. Et justement, petite parenthèse, les témoins pleurent beaucoup au cours de ce procès. S'il dure trop longtemps, il va y avoir une pénurie de Kleenex. Mais pour en revenir à la défense, Herman, l'avocat, maître Eric Nelson, essaie de prouver que son client est mort, non pas d'asphyxie, mais suite d'une consommation excessive de drogue. L'argument est-il suffisamment fort, selon vous, pour semer le doute dans l'esprit des jurés et peut-être épargner à Derek Chauvin des années et des années de prison? Monsieur Floyd a cessé de respirer quand il était par terre, avec le pied du policier sur son cou. Mais est-ce qu'il est mort de ça? Est-ce qu'il est mort d'asphyxiation parce qu'il ne pouvait plus respirer? Mais c'est aussi possible pour les drogues de le faire arrêter et respirer aussi. Donc, il ne faut qu'un seul sur les 12 juristes de dire, moi, je ne sais pas s'il est mort. Donc, je ne peux pas voter qu'il est coupable parce que je ne sais pas. Peut-être qu'il est coupable. Donc, je refuse de voter
coupable. Donc, il faut qu'une seule personne dise ça et c'est fini. Il ne peut pas être déclaré coupable, il faut recommencer. Et j'ai des doutes que le gouvernement va recommencer tout ça. Oui, justement, René Lake, procès criminel, certes, mais aussi indirectement procès politique. On imagine aisément les conséquences d'un non-lieu ou d'un verdict d'innocence auquel faisait allusion Herman. Alors, Derek Chauvin peut-il véritablement avoir un procès impartial? Oui, écoutez, c'est dans des cas, dans des situations de ce type où dans le monde entier, c'est même pas seulement aux États-Unis, dans le monde entier, tout le monde a vu ce qui s'est passé, tout le monde a plus ou moins pris position. C'est très, très, très difficile de trouver des jurés qui soient complètement impartiaux. Ça, c'est cette notion même d'impartialité dans une situation comme ça, ça relève plus d'une question philosophique que d'une réalité. Et ce n'est quasiment pas possible. Mais je pense que ce que Herman disait tout de suite est tout à fait pertinent. Hein. Il suffit juste d'un seul juré qui par ailleurs puisse avoir beaucoup de sympathie pour les arguments du ministère public, donc des procureurs, mais qui considère que, mais écoutez, il est tout à fait possible, effectivement, que l'excès de drogue de George Floyd ait aussi contribué à sa mort, même si c'est en addition du genou de Chauvin sur son cou. Donc, on ne sait jamais. C'est là où l'impartialité peut éventuellement jouer. Mais vous le disiez tout à l'heure, Claude, j'ai énormément de mal à imaginer ce qui pourrait se passer si Chauvin était acquitté. Pour tout vous dire, j'ai même peur d'imaginer ce qui pourrait se passer dans le pays. Oui, évidemment, cela provoquerait une nouvelle explosion de violence urbaine. Et, quoi qu'il en soit, le procès se poursuit et il nous faut maintenant attendre quel sera le verdict des jurés. En approuvant sa nouvelle loi sur les élections, la Géorgie s'expose à un boycott économique qui va lui coûter cher, très cher. Nous en discutons après cette pause. La Géorgie, décidément, aura fait couler beaucoup d'encre au cours de ces derniers mois. Il y a d'abord eu la contestation sur les résultats d'élections de novembre, puis la victoire sans précédent de 2 démocrates qui ont donné à leur parti un semblant de majorité au Sénat, et maintenant l'adoption d'une loi qui rend plus difficile de voter, loi qui affecte plus particulièrement les minorités. Herman Cohen, le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, affirme que la loi a pour objet d'éviter la fraude électorale. Fraude qui, en réalité, est pratiquement inexistante aux États-Unis. Il fait d'autre part remarquer que d'autres États dits progressistes, comme New York ou le Colorado, ont tout compte fait des lois assez semblables et même dans certains cas plus restrictives. Alors, les doléances de Brian Kemp sont-elles justifiées? Pas du tout. Je suis d'accord avec le président Biden qui a appelé cette loi une catastrophe. Il a dit que c'est fait pour empêcher les gens de couleur des autres minorités de voter. Par exemple, si vous votez, vous avez votre bulletin que vous avez reçu par la poste. Vous remplissez le bulletin et vous mettez ça dans une boîte qui est dans votre quartier, qui existe pour ça, comme moi j'ai fait devant la bibliothèque à 2 pas de chez moi, j'ai mis mon bulletin de vote. Mais dans la zone d'Atlanta, qui est une très grande ville avec des banlieues, avec peut-être 2 millions de gens qui habitent là, ils avaient 39 boîtes pour déposer les bulletins. La loi qui vient d'être passée a réduit ça à 12 boîtes. Donc, c'est une grande ville. Pour mettre votre bulletin de vote, il faut aller dans votre voiture, aller très loin. Donc, c'est clair qu'ils ont fait ça pour réduire le vote des gens qui n'ont pas de voiture, qui ont des difficultés à arriver au bureau de vote, etc. Et c'est pour empêcher
les gens de couleur, les hispanophones, les afro-américains, des autres minorités vont voter. Donc c'est clair, les républicains qui cherchent à gagner par leur méthode, n'est-ce pas? Oui, ils ont intérêt d'ailleurs à supprimer le vote des gens qui ne votent pas pour eux. Or, traditionnellement, les minorités, les Noirs, les Hispaniques, les Asiatiques tentent à voter démocrate. Donc, le moins il y a de gens qui votent, en général, cela favorise le Parti républicain. René Lec, le monde des affaires a manifesté son mécontentement et a menacé de boycotter économiquement l'État. Oui, écoutez, c'est Delta dont le siège se trouve à Atlanta, Coca-Cola, Home Depot, donc des entreprises qui sont parmi les plus importantes des États-Unis, pour ne pas dire du monde. Et j'ai presque envie de dire c'est sans précédent, c'est pas tout à fait exact. Il y a une vingtaine d'années, on se retrouvait dans une situation un peu équivalente. Mais écoutez, ce qui est assez remarquable, c'est que leur contestation de la loi se fait malheureusement après que la loi ait été votée et avalisée par le gouverneur. Mais c'est sûr que ça met les républicains en difficulté parce qu'en général, ce sont eux les plus grands soutiens politiques des républicains, et au point qu'aujourd'hui, maintenant, Mitch McConnell est le premier à dire écoutez, les entreprises devraient rester en dehors du jeu politique, alors que ça a toujours été son leitmotiv à l'époque, a toujours été exactement l'inverse, parce que ce sont les républicains qui poussent à autoriser, à permettre aux entreprises d'être très présentes dans le jeu politique, y compris en le finançant. Mitch McConnell, au début, avait dit à ces grandes entreprises, ne vous mêlez pas de politique, faites votre business et laissez-nous tranquilles. Mais il est effectivement revenu sur cette déclaration en disant qu'on l'avait mal compris et que, bien sûr, il compte toujours sur l'aide de ces grosses entreprises pour aider le Parti républicain. Mais effectivement, comme vous le dites, certains reprochent tout de même à ces grosses sociétés d'avoir réagi trop tardivement. Et ils disent, si vous aviez menacé de boycotter l'État avant que l'élection n'ait lieu, avant que la législature ne se prononce, peut-être que ça aurait pu être évité. Tout à fait. Mais pensez-vous, Denis, que ce retour de bâton qui affecte la Géorgie va stopper les autres États? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a 42 autres États qui ont des projets de loi qui sont très semblables à celui de la Géorgie. Et le Texas semble être le prochain, la Floride, l'Arizona, et sont évidemment tous des États où il y a de fortes minorités. Alors, est-ce que vous pensez que les choses vont s'arrêter maintenant après avoir vu ce qui se passe en Géorgie ou, par exemple, le transfert de championnat de baseball, All Stars, de la banlieue d'Atlanta à Denver, au Colorado, va tout de même coûter au monde des affaires, aux petites entreprises, aux hôteliers, aux restaurants, 100 millions de dollars de manque à gagner. Alors, ça n'est pas rien. Denis. Tu sais, il y avait des raisons pour la loi. Ils cherchent l'identification, permis de conduire, passeport, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on fait en Europe. Tu vas voter, tu présentes ta carte d'identité, et voilà, tu peux voter. C'est pas comme ça dans tous les États en Amérique. Et là, ça invite fraude. Et oui, si c'est possible, il veut réduire ça. Il veut vérifier les signatures, les choses comme ça. Je pense qu'on va avoir des changements dans ces lois, dans bien de pays. Et c'est pas forcément un truc mauvais.
C'est pour assurer que les gens qui vont voter peuvent voter. Par exemple, en Californie, tu es là illégalement, tu peux avoir un permis de conduire. Ça, à mon avis, c'est dingue, mais ça existe. Hein. Et tu peux indiquer, voilà, je veux pouvoir voter par correspondance. Et c'est pas légal, mais ça existe là sur la fiche. Hein. Il y a une dame maintenant qui est en tôle puisqu'elle a voté. Donc, il veut réduire cette possibilité puisqu'il y a tant de gens illégaux ici qui cherchent des permis de conduire et qui ont indiqué « je veux voter ». Donc, il y a des raisons pour modifier la façon de voter. Oui. Le président Biden est en tout cas bien décidé à faire tout pour s'opposer à cette loi de Géorgie. Et vent debout, il a qualifié, comme le disait Herman, cette loi de Géorgie d'atroce. Et il espère donc que le texte sur les droits civiques qui a été adopté par la Chambre le sera aussi par le Sénat. Mais il faut tout de même rappeler qu'en matière d'élection, les États décident de leur organisation et le gouvernement fédéral, finalement, ne peut pas faire grand-chose. En conclusion, je crois qu'il faut tout de même relativiser et un collaborateur du New York Times replace tout de même les choses dans leur contexte en rappelant que ces mesures restrictives qui font parler d'elles portent surtout sur le vote par anticipation et le vote par correspondance et ne devrait donc guère affecter finalement la participation ou le résultat pour les électeurs qui votent le jour même de l'élection. Et un autre note qu'il y a des méthodes plus pernicieuses pour influencer une élection, dont le découpage électoral, et je suis sûr que nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres éditions de Point USA, le découpage électoral qui favorise un parti plutôt qu'un autre, le collège électoral, un vieux problème, vieille contestation, ou encore la structure du Sénat. Dans un instant, les minorités à l'honneur cette année pour les Oscars. Nous poursuivrons avec René Lake, notre critique des films nominés pour les Oscars. René, vous venez de voir Judas and the Black Messiah et vous avez pensé à regrouper en 3 catégories les principaux films nominés que vous avez maintenant pratiquement tous vus. Alors, commençons avec, si vous le voulez bien, avec 4 films dont les principaux acteurs et thèmes sont afro-américains. Tout à fait. Politique tout de même. Oui, tous les 4 sont en effet, Claude, très politiques. Donc, Judas and the Black Messiah de Shaka King, déjà, il y a une dimension historique parce que c'est le premier film nominé dans l'histoire des États-Unis qui est un all cast dont les 3 producteurs sont des Noirs. L'un des producteurs, entre parenthèses, c'est Ryan Coogler, celui qui a fait Black Panthers. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est The Trial of the Chicago 7. On en avait déjà parlé, 6 nominations. Le troisième, United States versus Billie Holiday. Alors, ça, c'est Lee Daniels, c'est le producteur, le réalisateur de cette série de télé qui a marché très fort à travers le monde, qui s'appelle Empire. Là également, il a eu, comment il s'appelle? Le film a déjà obtenu le Golden Globe il y a quelques mois. La meilleure actrice, Andra Day, qui chante en même temps, prestation tout à fait remarquable. Et ensuite, le 4e, c'est One Night in Miami, également d'une autre réalisatrice noire, Regina King. Alors celui-là, Claude, on n'en a pas beaucoup parlé dans Point USA.
mais c'est un film relativement qui retrace un moment, une soirée historique où on retrouve dans une chambre d'hôtel Cassius Clay à l'époque, qui deviendra quelque temps plus tard Mohamed Ali, Malcolm X, Jim Brown, le joueur de football américain, et le grand chanteur Sam Cooke, qui sera tué quelque temps plus tard. Et alors, de quoi parle-t-il? Écoutez, c'est la rencontre des trois et c'est surtout Malcolm X qui cherche à conscientiser, entre parenthèses, entre guillemets, à conscientiser Sam Cooke pour lui dire, écoute, tu es très connu, le monde entier écoute tes chansons, mais tu n'es pas particulièrement engagé et ce serait bien que tu t'engages un peu plus, que tu sois un peu plus sur le terrain du combat des droits civiques. Dans notre précédente édition de Point USA, nous avions parlé des attaques dont sont victimes les Américains d'origine asiatique. Alors, Symbole, il se retrouve dans 2 films cette année. Oui, Minari, on en avait parlé avec Steven Yeun, l'acteur principal, qui a une prestation extraordinaire. Et c'est l'histoire d'une famille nord-coréenne, sud-coréenne qui vient se déplacer un peu, qui va un peu à l'intérieur du pays, qui quitte Los Angeles pour aller en Arkansas à la recherche du rêve américain. C'est intéressant parce qu'il y a la tension entre l'épouse et le mari. Le mari est obsédé par l'American Dream. L'épouse est plus intéressée par par l'épanouissement de la famille en tant que telle. C'est un film remarquable. C'est une caméra qui montre les émotions, les difficultés, les ambitions d'une famille, d'un couple, avec une grand-mère également qui vient de Corée pour donner un coup de main. C'est un beau film. C'est un film que je recommande. Et le deuxième, c'est Nomadland. Alors, Nomadland, c'est intéressant parce que vous parliez tout à l'heure des gens un peu marginaux, si vous voulez. C'est l'histoire d'une dame qui décide d'être non pas sans domicile fixe, mais d'utiliser sa voiture comme son domicile. Et donc, elle a son petit... sa petite caravane et elle traverse comme ça les États-Unis. C'est un film qui se déroule sur une année complète. C'est un film absolument magnifique et la réalisatrice, c'est Chloé Zhao qui elle-même est une asiatique américaine. Et Frances McDormand, qui est l'actrice principale et qui est nominée pour le prix de la meilleure actrice, est absolument fabuleuse dans ce film. Oui, c'est une excellente actrice. Et, pour finir, René, votre troisième catégorie regroupe 2 films focalisés sur des sujets sociaux particulièrement difficiles. Oui, la fin de vie, ou au moins, en tout cas, peut-être pas la fin de vie clinique, mais la fin de vie sociale, The Father, avec Anthony Hopkins, qui lui aussi est nominé pour le prix du meilleur acteur, que je n'ai pas encore vu, que je vais voir cette semaine. Mais bien entendu, c'est un sujet particulièrement difficile et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé cette dernière année, Claude, avec le Covid, puisque les principales victimes ont été les personnes d'un certain âge. Et le deuxième, celui-là, on en a longuement parlé, Promising Young Woman, qui lui se focalise sur la vie après le viol, donc le drame, la tragédie d'une vie après le viol, et en particulier ces viols assez fréquents en milieu estudiantin. Pas des sujets très légers cette année. Je me souviens, j'ai entendu dire que pendant la période de dépression, on évitait les films un peu tristes et on se concentrait sur les comédies musicales. Ça ne va pas être le cas cette année, en dépit du Covid. Période extrêmement difficile, sanitairement et économiquement. En tout cas, merci René, et puis merci aussi à Denis et Herman, sans oublier notre producteur-réalisateur Serge Njemba. Et merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, questions, suggestions et adressez-les à frenchbuzztv.com. Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt.